Ma fille Léa a passé 3 jours entiers à préparer un menu gastronomique complet pour l'anniversaire de ma mère. 23 invités. Un menu de saison qu'elle a élaboré de A à Z. Un entremets qu'elle a répété 2 fois juste pour perfectionner le pochage des rosaces. Ce matin-là, elle était debout avant l'aube pour boucler ses cheveux et vérifier une 3e fois les options végétaliennes. En fin d'après-midi, la maison embaumait le thym et l'ail rôti, et la salle à manger ressemblait à une page de magazine de décoration. 10 minutes avant l'arrivée prévue des premiers invités, j'ai reçu le SMS. Changement de programme. On dîne à l'auberge du Pont. Entre adultes uniquement. Pas de ponctuation. Pas d'excuses. Léa n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle est restée plantée devant son gâteau, les mains encore poudrées de sucre glace, en battant des cils beaucoup trop vite. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'allait pas la briser comme il m'avait brisé. Pas si je pouvais l'empêcher. Pas cette fois. Je me tenais sur le seuil de la salle à manger, fixant les 23 chaises que Léa et moi avions passé des heures à disposer. Les marque-places étaient calligraphiées à la main à l'encre dorée, posées à côté de serviettes en tissu qu'elle avait repassées elle-même. Il y avait des jonquilles fraîches sur la table, son choix à elle parce qu'elles ressemblent à de petites trompettes joyeuses, disait-elle. Et maintenant, il n'y avait que le silence. Pas de tintement de verre, pas de bruit de pas dans l'allée, juste le ronronnement lointain du four et ce vide douloureux dans ma poitrine. Léa était dans la cuisine en train de réchauffer ses tartelettes aux poires pour la 3e fois, toujours pleine d'espoir. Elle ne savait pas encore. Elle fredonnait un air de jazz à voix basse, comme elle le faisait toujours quand elle était concentrée. Son tablier était marqué d'une petite tache de ganache au chocolat sur le devant, et ses joues étaient roses d'adrénaline et de la chaleur du four. Je suis retourné dans la cuisine, le téléphone toujours à la main. Je ne savais pas comment lui dire. Je savais seulement que je ne pouvais pas mentir. « Maman, tu penses que mamie va aimer le glaçage au citron ?» a-t-elle demandé, brandissant un plateau d'agrumes confits comme s'il s'agissait de feuilles d'or. Je l'ai peaufiné ce matin. C'est plus floral. J'ai hoché la tête, essayant de sourire. C'est parfait, ma chérie. Mon pouce survolait à nouveau la conversation de groupe. Le message de mon père trônait en haut, brusque et suffisant. On dîne à l'auberge du Pont. Entre adultes uniquement. Ce n'était même pas formulé comme une annulation, mais plutôt comme une annonce officielle, comme si nous n'avions jamais prévu d'organiser la fête ici dès le départ. J'ai fait défiler l'écran et j'ai vu l'heure. 17h40, les invités devaient arriver à 18h. Je suis allé dans le couloir et j'ai composé le numéro de mon père. Ça a sonné 2 fois. Oui, a-t-il dit d'un ton enjoué. Tu as reçu le message? Vous ne venez pas, ai-je demandé en retenant mon souffle. Non, non, on a changé de plan. C'était plus simple comme ça. On est déjà au restaurant. Vous y êtes déjà? Ouais. On vient de s'installer. La carte a l'air superbe. Pourquoi? Parce que Léa cuisine depuis 3 jours, ai-je dit d'une voix basse mais tranchante. Tu avais dit qu'on recevrait ici. Elle a fait à manger pour 23 personnes. Il a marqué une pause. Bon, dis-lui de ne pas le prendre personnellement. Elle peut congeler les restes, non? On nous apporte l'apéritif. Je te laisse. La ligne a coupé. Je suis resté là, sidéré. Quand je me suis retourné, Léa était sur le pas de la porte. Elle avait tout entendu. Son visage ne laissait rien paraître au début. Pas de larmes, pas de panique, juste un petit pli entre les sourcils alors qu'elle regardait mon téléphone puis mon visage. Attends, a-t-elle dit lentement. Ils ne viennent pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est avancée, a pris le téléphone de ma main comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un tribunal, et a ouvert la discussion. Il était là, le message, la photo, les enfants de ma sœur souriant devant une longue table de restaurant, ma mère levant un verre de vin, mon père riant en pleine discussion. Léa a fixé l'écran une seconde de trop, puis sans un mot, elle est retournée dans la cuisine. Elle a regardé le gâteau, 3 étages, crème à la lavande, dentelle de chocolat blanc, et a dit dans un souffle, on devrait tout jeter. J'ai secoué la tête. Pas cette fois. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste tenue devant ce gâteau dans lequel elle avait mis tout son cœur, ses doigts tremblants à ses côtés comme si elle ne savait pas si elle devait le lancer, le serrer contre elle ou s'effondrer à côté. Je l'ai regardé respirer, trop court,
trop vite. Ses épaules bougeaient, mais son visage restait de marbre. Ce genre de silence vous brise bien plus que n'importe quel sanglot. J'ai fait un pas vers elle. Je vais bien, maman, a-t-elle dit trop vite. C'est juste de la nourriture, n'est-ce pas? Non, ce n'en était pas. C'était 3 jours de préparation. C'était la ganache montée à la main, les ajustements alimentaires individuels qu'elle avait recherchés jusqu'à minuit. C'était la tartelette à la poire sans sucre qu'elle avait faite spécialement pour la voisine diabétique de ma mère, même si cette voisine n'avait pas confirmé sa venue. C'était tous et tu penses qu'ils vont t'aimer, qu'elle me posait chaque soir. J'ai appelé ma mère ensuite. Ça a sonné une fois. Allô, a-t-elle répondu, radieuse comme jamais. Est-ce que vous avez vraiment décidé de ne pas venir, ai-je demandé. Il y a eu un soupir. Claire, ne commence pas. On a prévu ça depuis des semaines. Léa. Elle m'a coupé. On s'est juste dit que ce serait plus pratique. Et honnêtement, on ne voulait pas risquer que quelqu'un tombe malade. Je veux dire, elle a 17 ans. Elle n'en a pas 5, ai-je rétorqué. Elle a suivi des cours. Elle a tout désinfecté. Elle portait même des gants pour le dressage. C'est mignon, a-t-elle répondu. Mais ce n'est pas de la vraie cuisine. Pas comme dans un restaurant. J'ai raccroché avant de me mettre à hurler. Puis j'ai appelé ma sœur. Pas parce que j'attendais mieux d'elle, mais parce que j'espérais que peut-être, juste peut-être, elle avait été tenue à l'écart de cette décision. Ce n'était pas le cas. Claire, a-t-elle dit d'un ton faussement doux. Ne fais pas culpabiliser tout le monde. Léa fait son intéressante. Elle a 17 ans, elle doit apprendre que tout ne tourne pas autour d'elle. Elle a fait à manger, soit, mais on n'avait pas envie d'être ses cobayes. Cobayes. Les mots m'ont écorché la bouche comme du verre pilé. Je lui ai raccroché au nez aussi. Dans la cuisine, Léa essayait encore de faire bonne figure. Elle réglait l'intensité de la lumière comme si cela avait encore de l'importance. Tu penses que c'est trop chaleureux ici, a-t-elle demandé, la voix trop légère. Je ne voulais pas que ça fasse faux luxe, mais pas cantine non plus. Elle s'est tournée vers moi. Je suppose que mon visage m'a trahi. Ses yeux ont suivi ma main. Elle m'a pris le téléphone avant que je puisse l'en empêcher. Elle a lu la discussion, a vu la photo. Les enfants de ma sœur, tous 2 adolescents, déjà à moitié sortis de leurs assiettes de filet de bœuf. Ma mère, coiffée pour l'occasion. Mon père souriant avec un verre de cabernet plein. Son expression n'a pas flanché d'abord, puis ses épaules se sont affaissées, et enfin son visage. Pas de cri, pas de crise de nerfs. Toute son expression s'est simplement repliée sur elle-même, comme si quelqu'un l'avait silencieusement dégonflée de l'intérieur. Elle a posé le téléphone doucement, comme s'il risquait de voler en éclats s'il touchait la table trop fort. Puis elle a regardé le gâteau. Celui qu'elle avait fait sans aucune aide. Celui avec les violettes cristallisées qu'elle avait préparé elle-même. Celui pour lequel elle s'était exercée sur 4 supports différents avant de réussir le pochage parfait. Je pensais, a-t-elle commencé, avant de s'arrêter. Je pensais qu'ils allaient au moins goûter. Je me suis dirigé vers elle, les bras ouverts, mais elle a reculé. Et à ce moment-là, en regardant ma fille se recroqueviller dans sa propre cuisine, dans son propre rêve, j'ai senti quelque chose monter en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une résolution. Il ne rejetait pas seulement sa nourriture. Il la rejetait, elle. Et il n'allait pas s'en sortir comme ça. Pas encore une fois. La cuisine sentait le zeste de citron, le beurre noisette et quelque chose de floral. Peut-être le sirop de lavande que Léa avait fait infuser toute la nuit. Cela aurait dû sentir la fête. Au lieu de cela, on aurait dit un mémorial pour un non-dit. Elle était devenue silencieuse, essuyant le plan de travail pour la 3e fois, alors qu'il était impeccable. Je voulais dire quelque chose de réconfortant. Je voulais réparer les choses, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Plus maintenant. Alors, je suis resté là à la regarder plier le même torchon encore et encore. Ses mains bougeaient par habitude, mais son esprit était clairement ailleurs. Et dans ce calme, j'ai eu à nouveau 12 ans. Ma sœur Alice tourbillonnait dans le salon dans sa robe de gala, paillettes dorées et ballerines blanches. Ma mère applaudissait comme si elle regardait le lac des cygnes à l'opéra. J'étais assise sur le canapé à côté d'une radio à transistor démontée, de la graisse sur les doigts.
Quand j'ai essayé de montrer à mes parents comment je l'avais reconstruite pour qu'elle fonctionne mieux qu'avant, mon père a dit, c'est bien, Claire, mais ne te salis pas les mains. Avant le dîner, Alice recevait des trophées. Moi, je recevais des avertissements. Quand elle a demandé des cours de danse, ils ont payé l'année entière d'avance. Quand j'ai demandé un stage d'ébénisterie, ils ont dit, nous n'avons pas l'argent. J'en ai fait mon métier des années plus tard, une boutique d'artisanat dans le centre de Lyon. Mon mari sculpte le bois, je m'occupe du design et des finitions. C'est un travail honnête, qui a du sens. Nous gagnons assez pour vivre confortablement. Mes parents appellent toujours cela ton petit truc de bricolage. Alice, quant à elle, a 2 diplômes et aucun emploi. Elle flotte de ville en ville comme une plume sans vent. Quand son appartement a été inondé le printemps dernier, devinez qui a payé les réparations? Moi. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils ont juste dit, on savait qu'on pouvait compter sur toi. Ma famille traite ma stabilité comme une caisse de secours communautaire. Ils traitent ma fille comme une attraction secondaire. Mais Léa, elle est différente. Elle est ce que j'aurais pu être si quelqu'un m'avait dit que mes mains n'étaient pas seulement faites pour tenir des serviettes de table. Elle lit les critiques gastronomiques comme des textes sacrés. Elle étudie les techniques de dressage avec l'intensité d'un chirurgien. Un jour, elle a pleuré parce que sa sauce hollandaise manquait de structure émotionnelle. Je ne sais toujours pas ce que cela signifie, mais je l'aime pour ça. Elle ne veut pas seulement cuisiner, elle en a besoin. C'est sa façon de respirer. Son rêve est d'intégrer l'Institut Paul Bocuse. Elle lit leur site web une fois par semaine comme si c'était une lettre d'amour. Et comme moi, elle est entourée de gens qui essaient de réduire ce rêve jusqu'à ce qu'il tienne dans une conversation polie. Ça lui passera. C'est un joli passe-temps. Elle est trop sensible pour travailler en cuisine. Mais elle ne flanche pas. Elle apprend. Elle s'adapte. Elle brûle des plats et les recommence. Elle rate sa chantilly et repart de zéro. Elle laisse de la place pour s'améliorer sans jamais abandonner sa joie. Alors quand elle a dit « Je veux tout cuisiner cette année ». Sans aide, j'étais nerveuse mais fière. Elle savait qu'il pourrait ne pas venir. Elle savait qu'il pouvait être cruel. Mais elle a essayé quand même. Elle voulait leur montrer de quoi elle était capable. Et ils n'ont même pas regardé. Maintenant, elle se tenait dans une pièce pleine de chaises vides, son chef-d'œuvre intact. Un silence plus assourdissant que n'importe quelle insulte résonnait entre chaque centre de table. Il pensait pouvoir l'effacer, mais j'avais déjà été effacé une fois. Je n'allais pas laisser cela lui arriver. Je ne sais pas ce qui a déclenché le déclic en moi. C'était peut-être la façon dont Léa a murmuré « Jetons tout », comme si elle essayait d'effacer son propre souvenir avant qu'il ne se transforme en douleur. Ou peut-être était-ce le coup de grâce qui est arrivé 5 minutes plus tard sur mon téléphone. Bien sûr, comme tout ce qui est lâche. Une notification de paiement. 1285,30 €. Brasserie de l'Escapade. Ma carte professionnelle, celle que j'utilisais pour couvrir les urgences familiales, les ballons d'eau chaude, les billets d'avion, les frais dentaires, la carte qu'ils n'étaient plus censés avoir. Ils avaient utilisé mon argent pour payer le dîner qui remplaçait celui de ma fille. J'ai fixé l'écran, tenant encore la pâte à tarte que Léa avait faite le matin même. Et j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais brisé quelque chose. Il ne l'avait pas seulement snobé. Il m'avait fait financer le rejet. Et il pensait que nous allions l'avaler en silence, comme toujours. Pas cette fois. J'ai d'abord appelé mon mari. Peux-tu rentrer tout de suite? Il n'a pas posé de questions. Donne-moi 20 minutes. Puis j'ai commencé à appeler d'autres personnes. Des amis que nous n'avions pas vus depuis des mois. Des voisins qui nous faisaient signe en promenant leurs chiens. Mon ancienne collègue Béatrice qui était venue une fois avec son fils. Sam, mon cousin du côté de mon père, celui qui était trop politique et qui avait été évincé il y a des années pour avoir remis mes parents à leur place lors d'un repas de Noël. Des gens de notre association de quartier. Une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois lors d'une vente de charité. Je n'ai pas donné beaucoup d'explications. Je leur ai juste dit la vérité. Ma fille a passé 3 jours à cuisiner pour l'anniversaire de sa grand-mère. Ils l'ont plantée. Il y a de la nourriture pour 23 personnes. Si vous pouvez venir, s'il vous plaît, venez. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation.
Et à ma grande surprise, ils sont venus. Au moment où Guillaume est arrivé dans l'allée, la première voiture était déjà garée. C'était Nora, notre voisine d'à côté, avec sa fille, une bouteille de rouge et des ronds de serviettes fait maison, juste au cas où nous aurions besoin de quelque chose de joli. Puis est venue une famille de 5 personnes que nous connaissions du marché bio. Puis Béatrice avec son fils et un bouquet de tulipes qu'elle avait pris à la va-vite. Et puis la journaliste. Je ne l'avais pas invitée. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Elle s'appelait Delphine. Elle avait un petit sac d'appareil photo en bandoulière et portait des bottes encore un peu terreuses. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit à la porte. Ça vous dérange si je prends quelques photos? J'écris pour la rubrique gastronomique du Progrès. Je suis resté pétrifié, mais Léa a pointé le nez hors de la cuisine. Ses yeux étaient écarquillés. Allez-y, ai-je dit. Vous devriez goûter sa cuisine. Delphine n'a pas seulement goûté. Elle a pris des notes, a posé des questions sur les ingrédients, a photographié chaque assiette. Elle s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille en goûtant la tartelette au romarin de Léa, vous savez qu'elle est meilleure que la moitié des chefs que j'ai critiqués cette année, n'est-ce pas? J'ai dégluti avec peine. Dites-le lui. À l'arrivée de la 3e vague d'invités, nous avons dû pousser la table basse dans le couloir et sortir le mobilier de jardin. Léa rôdait près de la porte de la cuisine comme un fantôme, les joues en feu. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je sauve ta dignité. Aide-moi à trouver d'autres chaises. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Mais elle n'a pas dit non. Nous avons rapproché 2 tables pliantes. J'ai déplié ces menus imprimés. Et juste avant qu'elle ne disparaisse en cuisine pour réchauffer le plat principal, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu as cuisiné, ils sont partis, mais ce soir, nous brillons. Elle a scié, puis elle a hoché la tête et la pièce a commencé à se remplir. La salle à manger ressemblait à un mélange entre un réveillon de Noël et une fête de village. Des chaises pliantes s'alignaient dans chaque coin. Un couple s'était assis sur le banc du piano. Quelqu'un avait apporté un tabouret en plastique de son abri de jardin. Les tables n'étaient pas assorties, mais la nourriture, la cuisine de Léa, reliait tout le monde comme le fil d'une courte pointe. Elle faisait les 100 pas dans la cuisine, se murmurant à elle-même des consignes sur la température des sauces et l'ordre du dressage. Tu penses que le glaçage à la lavande tiendra sous la lampe chauffante, m'a-t-elle demandé, à moitié paniquée. Nous n'avons pas de lampe chauffante, ai-je dit doucement. Exactement, a-t-elle répondu, presque essoufflée. Guillaume lui a apporté un verre d'eau et a posé une main sur son épaule. Tu vas assurer, a-t-il dit calmement. Ils sont là pour toi. Et ils l'étaient. Les 23 sièges étaient occupés. La pièce vibrait d'anticipation et l'air sentait le romarin, le citron et quelque chose qui caramélisait. Léa a jeté un coup d'œil furtif depuis la cuisine. Est-ce que je sers maintenant? Je l'ai regardé. Non, tu sers ton menu. Elle a hoché la tête, a dégluti difficilement, et est sortie avec le premier plat, des mini-tartelettes au potimarron avec un filet de crème à la sauge. Un silence s'est fait. Elle a fait le tour de la table, déposant chaque assiette d'une main tremblante mais précise. Quand les invités ont enfin saisi leur fourchette, les murmures ont commencé. Oh, waouh! C'est de la muscade? Cette pâte est incroyable. Attendez, c'est vraiment une adolescente qui a fait ça? Delphine, la journaliste, prenait des photos en silence, les yeux grands ouverts. Au moment où le plat principal a été servi, des champignons farcis avec un couscous au citron et une roulade de volaille aux herbes, l'ambiance était électrique. Les gens applaudissaient entre 2 bouchées. Un homme a fermé les yeux après avoir goûté la sauce. Puis est venu le moment auquel je n'étais pas préparé. Un homme que je connaissais à peine, le cousin de quelqu'un je crois, s'est levé, verre à la main. Je n'ai pas l'habitude de porter des toasts, a-t-il dit. Mais je dois dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Aléa, a-t-il dit en s'adressant à la jeune femme qui n'a pas seulement cuisiné, mais créé, qui a préparé un festin non pas pour la gloire, mais par amour. Et qui, une fois abandonnée, a nourri une salle pleine d'inconnus avec plus de grâce et de cœur que la plupart des gens ayant le double de son âge. Il a levé son verre au chef de la soirée, et si nous avons de la chance, du futur. Il y a eu un temps mort. Puis toute la salle s'est levée. Les chaises ont grincé sur le parquet. Les serviettes ont glissé sur les genoux. Chaque personne présente s'est levée pour applaudir. Léa est restée figée, sa cuillère de service encore à la main.
Elle m'a regardé. J'ai hoché la tête. Des larmes ont perlé dans ses yeux, mais cette fois, elles ne venaient pas d'un cœur brisé. Elles brillaient d'autre chose. De la fierté. Quelqu'un avait apporté un gâteau acheté en magasin, un secours de dernière minute visiblement, mais l'assemblée a insisté pour que Léa coupe le sien. Le gâteau était un chef-d'œuvre. 3 étages parés de rosaces en chocolat blanc. La couche supérieure était saupoudrée de lavande comestible. Elle l'a tranché avec soin et, alors qu'elle distribuait les parts, les gens en redemandaient. Une petite fille du voisinage lui a tiré la manche. « Tu pourras faire mon anniversaire ?» Léa a ri, un rire vrai et sans retenue. Pour la première fois de la soirée, elle redevenait elle-même. Pas brisée, pas insignifiante, mais rayonnante. Quand le dernier invité est parti, elle s'est effondrée sur le canapé, le tablier taché, les cheveux défaits, les yeux brillants. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste posé sa tête sur mon épaule et a chuchoté. « Je crois que j'ai enfin cuisiné pour les bonnes personnes. » Et j'ai répondu dans un souffle, « Tu l'as toujours fait. » C'est juste qu'il n'était pas prêt à goûter. Il était un peu plus de 2 heures du matin. La maison était enfin redevenue calme. La moitié du gâteau était au frigo, et les derniers verres à vin trempaient dans l'évier. Je fredonnais une mélodie sans paroles, savourant un petit instant de paix. Léa s'était endormie sur le canapé, son tablier toujours noué à la taille, les mains refermées comme si elle tenait encore une poche à douille. C'est alors qu'on a frappé. Non, pas frappé, on a tambouriné. 3 coups de poing secs et colériques contre la porte d'entrée. Je me suis figé. Ce genre de silence, celui juste avant la confrontation, a un poids particulier. Comme si l'air retenait son souffle. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Ils étaient là, mes parents, debout sur le perron dans leur coupe-vent assorti, raides et furieux comme des figurants dans un drame judiciaire. Et juste derrière eux, les bras croisés dans sa pose habituelle, ma sœur Alice. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas souri et je ne les ai pas invités à entrer. Il faut que tu règles ça, a aboyé mon père, faisant l'impasse sur les salutations. Ma mère s'est avancée. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à notre réputation ? Alice ne parlait pas encore. Elle économisait sa voix pour un effet théâtral maximum. J'ai cligné des yeux lentement. Ce que j'ai fait ? Ils n'ont pas attendu. Ils m'ont bousculé pour entrer dans mon couloir, dans ma maison, comme s'ils avaient encore une quelconque autorité ici. Tu as dit aux médias qu'on l'avait abandonné, a craché ma mère. Comment as-tu osé laisser cet article paraître ? Je ne leur ai rien dit, ai-je répondu en croisant les bras. Une journaliste est venue. Elle a goûté la cuisine de Léa. Elle a demandé ce qui s'était passé et elle a écrit la vérité. Mon père a pointé un doigt vers moi. Tu crois que c'est drôle ? Tout le monde à la paroisse l'a lu. Nos voisins l'ont vu. Mes partenaires de golf ne répondent même plus à mes messages. J'ai haussé un sourcil. Déchirant. C'est alors qu'Alice s'est avancée, la voix tremblante d'un calme travaillé. Tu dois publier un rectificatif, a-t-elle dit. Dis-leur que c'était exagéré, que c'était sorti de son contexte. Sorti de son contexte, ai-je répété. Est-ce que quelqu'un a piraté tes pouces pour envoyer ce message de groupe depuis le restaurant ? Ai-je imaginé le débit de 1285 € sur ma carte ? Est-ce que Léa a halluciné les photos de vous tous en train de rire devant des filets mignons pendant qu'elle restait ici avec un gâteau à 3 étages fait main ? La voix de ma mère s'est brisée. Elle nous a fait passer pour des monstres. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait tout seul. Elle a juste cuisiné. Les cris ont redoublé. Il ne me parlait plus. Il hurlait contre moi, à travers moi. Elle a humilié la famille. Elle est ingrate. Elle a utilisé Internet comme une arme. Et puis, comme un venin, est arrivée la phrase qui a vraiment brisé quelque chose en moi. Ma mère s'est tournée vers le couloir où Léa était apparue silencieusement, les yeux ensommeillés. Tu devrais avoir honte de toi, a-t-elle dit à ma fille. En un instant, j'ai quitté le seuil de la porte. L'instant d'après, je me tenais entre elles, les épaules carrées, la voix comme de la pierre. Reculé. Loin de mon enfant. C'est à ce moment-là que Guillaume est entré. Il était sorti rendre des chaises pliantes que nous avions empruntées plus tôt. Il n'a même pas demandé ce qui se passait. Il a juste vu leur visage, vu les yeux de Léa,
et il s'est interposé comme un mur. Vous devez partir, a-t-il dit calmement. Mon père a ricané. C'est une affaire de famille. Non, a répondu Guillaume. C'est notre maison. Vous êtes venu ici pour hurler sur une jeune fille de 17 ans qui vous avait préparé un dîner. Vous n'aurez pas l'occasion de lui faire du mal 2 fois. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Il n'a pas crié. Il n'a pas scié. Et cela a rendu ses paroles encore plus percutantes. Ils sont restés un moment là, bouillonnants, désemparés. Puis Alice a marmonné quelque chose à propos d'une action en justice et a franchi la porte. Mes parents l'ont suivi. Clac. Le silence. Derrière moi, Léa était toujours figée, mais je sentais sa respiration plus lente maintenant, plus profonde. Puis elle a chuchoté, « Maman, regarde. » Je me suis tourné vers la rue. Julien, le voisin qui gère le groupe Facebook local, était sur sa pelouse, téléphone à la main, en train de filmer. Au lever du soleil, la vidéo était déjà devenue virale sur le groupe de la ville sous le titre « Les grands-parents de la jeune chef virale viennent de débarquer chez elle pour l'insulter ». Elle comptait plus de 3000 partages en 4 heures. Les commentaires arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Qui hurle sur une ado pour un gâteau? Cette pauvre petite mérite mieux. C'est pour ça que certains coupent les ponts avec leur famille. Je serais fier si ma fille cuisinait comme ça. Je les faisais défiler d'une main tout en préparant le chocolat chaud de Léa de l'autre. Elle était toujours pelotonnée sur le canapé, à moitié endormie, émotionnellement épuisée. Son tablier n'était plus là, mais ses cheveux sentaient encore la vanille et le thym. Avant de les bloquer, j'ai vu les derniers messages de mes parents. Tu nous as ruinés. Nous allons porter plainte si tu ne rectifies pas ça. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées. De la maltraitance? Parce que j'avais laissé le monde voir la vérité. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué les 3, maman, papa et Alice, ainsi que la discussion de groupe qu'ils utilisaient pour tout contrôler. Puis j'ai fait une dernière chose. J'ai supprimé la carte bancaire qu'ils utilisaient sur mon compte professionnel. Cette trahison-là ne se reproduirait plus jamais. Au lieu de me répandre en plainte en ligne, j'ai posté une seule phrase, « Nous assumons chaque mot et nous ne protégerons plus ceux qui font du mal à notre fille. » Je m'attendais à des critiques. J'ai reçu du soutien. Des amis de lycée dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont envoyé des messages d'encouragement. Un chef d'un petit bistrot en ville a envoyé un mail à Léa pour l'inviter à faire un stage dans sa cuisine pendant l'été. Un représentant de l'Institut Paul Bocuse, ce programme dont Léa parlait toujours à voix basse, a laissé un commentaire sous l'article « Nous avons entendu parler de Léa. Nous suivrons son parcours avec attention. » Léa n'a pas dit grand-chose au début. Elle fixait l'écran, relisant le commentaire encore et encore comme s'il risquait de disparaître si elle s'arrêtait. Puis elle a chuchoté, « Ils m'ont vu. » Et ça m'a brisé. Pas de la façon dont j'avais été brisé auparavant, poli, invisible, mais de la façon dont on craque quand quelque chose de trop beau pour être vrai finit par arriver. Quand toute la douleur, le rejet, la blessure enfouie deviennent soudain le terreau de quelque chose de meilleur. Nous n'avons pas fait la fête. Pas encore. Mais nous avons enfin pu respirer. 1 an plus tard. Léa a été admise. Pas dans n'importe quel programme, mais dans celui-là, celui qu'elle pensait inatteignable. L'Institut Paul Bocuse. Avec une bourse complète. Étudiante en première année, mais prenant déjà des commandes privées, des dîners, des dégustations de mariage, des box de saison. Son blog culinaire cartonne. Recettes, photos, vidéos. Elle a de vrais abonnés maintenant, des gens qui la voient, des gens qui goûtent ce qu'elle ressent. Elle n'a plus jamais recontacté mes parents. Moi non plus. On a entendu dire qu'ils avaient déménagé dans une autre ville pour une vie plus calme. La vérité, c'est que trop de gens avaient cessé de les inviter. Trop de changements de programme soudain de la part d'anciens amis. Trop de nouvelles têtes qui avaient déjà lu l'article. Ils pensaient que le silence était un pouvoir. Ils pensaient que la culpabilité était une monnaie d'échange. Mais Léa a pris le silence qu'ils lui ont donné et l'a rempli de saveur, de mouvement, de vision et d'estime de soi. Ils ne se sont jamais excusés. Je n'ai jamais récupéré ces 1285 €. Mais nous avons gagné autre chose, la clarté et la paix. Nous n'avons pas organisé de fête d'anniversaire l'année suivante. Il n'y a pas eu d'invitation, pas de liste de confirmation, pas de gâteau à 3 étages décoré de violettes cristallisées.
Léa n'a pas demandé si quelqu'un viendrait. Elle n'a pas prévu de plan de table ni imprimé de menu sur du papier crème. À la place, nous avons passé la soirée dans notre jardin, juste tous les trois autour d'un petit brasero. Elle a fait griller des brochettes d'agneau au romarin et à l'ail, des pommes de terre au citron et a préparé une tarte aux figues qu'elle avait cueillie le matin même chez un voisin. Il n'y avait pas de projecteur, pas d'applaudissements, juste le bruit des couverts, des rires légers et une sorte d'aisance que je n'avais pas ressentie depuis des années. À un moment, elle a levé les yeux de son assiette, a souri et a dit, au moins, pas besoin de compter les invités. J'ai ri. Pas de serviette en lin non plus. Guillaume a levé son verre. Pas d'histoire. Nous avons trinqué avec nos verres de cidre artisanal et Léa a dit doucement, presque pour elle-même, c'est peut-être le meilleur dîner d'anniversaire que j'ai jamais cuisiné. Et elle le pensait. Ce n'était pas grandiose, mais c'était le sien. Pur, sans filtre, sans être accaparé par quiconque n'avait pas mérité sa place à sa table. Je n'ai pas eu besoin de lui demander si elle pensait à eux, à mes parents, à ma sœur. Je savais qu'elle y pensait. Moi aussi. Mais il ne restait plus de chagrin, plus d'amertume, juste l'espace vide là où se trouvait autrefois l'obligation. Ils avaient pris leur silence et l'avaient rempli de jugement. Elle avait pris leur rejet et s'en était servie pour bâtir son avenir. Parfois, je reçois encore des messages de gens qui ont lu l'article ou vu la vidéo. Certains disent, vous avez été si courageuse de prendre sa défense. D'autres disent, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi. Mais voici la vérité. Je ne réponds pas toujours. Je n'ai pas été courageuse. J'en avais juste assez. Assez de financer des gens qui pensent que l'amour est un moyen de pression. Assez de m'effacer pour les mettre à l'aise. Assez d'apprendre à ma fille que le silence est le prix de la paix, parce que ce n'est pas vrai. La paix ne vient pas du fait d'avaler sa douleur. Elle vient du fait de choisir qui s'assoit à votre table. Et j'ai choisi Léa. Ma fille, ma deuxième chance, mon écho karmique, ma joie. Elle ne s'est pas contentée de survivre au moment où ils ont tenté de l'effacer. Elle s'est réécrite elle-même, avec du sucre, du feu et de la farine. Et j'ai eu la chance de la regarder faire. 1 an plus tard, elle ne les a toujours pas débloqués. Moi non plus. Ils n'ont jamais rappelé. Ils n'ont jamais demandé de réconciliation. Ils voulaient passer à autre chose, mais pas pour réparer les erreurs, juste pour réécrire leur version de l'histoire. Mais ce n'est plus leur histoire. C'est la sienne. Et maintenant, chaque fois qu'elle se tient derrière un comptoir ou qu'elle envoie un plat avec son nom imprimé sur la carte, elle se réapproprie sa vie, calmement, totalement. Alors non, nous n'avons pas fêté d'anniversaire cette année-là. Mais nous avons marqué quelque chose de bien plus sacré, le moment où ma fille a cuisiné pour des gens qui la voyaient vraiment, le jour où elle a cessé de demander à être incluse pour construire sa propre table à la place. Et si vous vous demandez si je recommencerai? Oui. Chaque plat, chaque chaise, chaque cicatrice. Parce que je ne me suis pas seulement levé pour elle. Je me suis tenu à ses côtés. Et je continuerai de le faire tant que je vivrai.